Merci d'avoir choisi une nouvelle fois d'écouter Les Technos. C'est notre numéro 18 que je vous propose tout de suite. Et pour parler nouvelles technologies cette semaine, on retrouve nos petits camarades. D'un côté, nous avons le retour d'Adrien. Bonjour Adrien. Autant dire qu'on va parler de Linux et en particulier d'Ubuntu aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, nos amis d'informaticien.be, Marc et Sébastien. Bonjour tous les deux. J'espère que vous avez passé tous une très très bonne semaine qui fut un petit peu courte. Je vous le signale en passant, nous enregistrons exceptionnellement ce numéro 18 ce mercredi 21 janvier. En général, on enregistre, vous le savez, le jeudi soir. Si on a enregistré pour convenance personnelle ce numéro avec 24 heures d'avance, qui peut expliquer qu'on ne soit pas totalement dans l'actualité cette semaine, mais on se rattrapera la semaine prochaine. N'ayez crainte. On va passer directement au premier sujet, et pour une fois, on l'a constaté en préparant ce numéro, il n'y a pas d'information Apple. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette entreprise existe toujours? J'espère, confirmation prochainement sans doute. On passe directement à la suite. Alors, Google par exemple, chez Google il se passe toujours des trucs, évidemment, et on en parle avec Marc et Sébastien. Google investit dans l'Internet par satellite. Si, avec l'opérateur privé SpaceX. Alors on avait déjà entendu que Google voulait installer Internet pour les contrées lointaines sur des ballons, sur des drones. Là on prend vraiment beaucoup plus de hauteur en fait. Ouais. On en avait parlé dans une autre vie, le fameux projet Loon, qui est franchement pas une réussite quand on voit les dernières actualités à ce sujet. Et SpaceX, effectivement, une société qui est en train de monter dans tous les sens du terme, vient de boucler un financement de 1 milliard de dollars avec Google et un fonds qui s'appelle Fidelity. Et le but, en fait, c'est de contrer une autre initiative qui est conjointe à Virgin et Qualcomm, qui ont uni leurs forces pour lancer 648 satellites de couverture réseau sous une appellation commune qui s'appelle OneWeb. Donc ici, en fait, grosso modo, le projet qui est initié par SpaceX avec l'apport des brousoufs de Google vise, même chose, à mettre en place un réseau de satellites. On parle de 700 satellites qui vont orbiter à peu près à 1200 km d'altitude, avec le but avoué de fournir de l'Internet au plus grand nombre. Voilà. Petite remarque, grâce à cette levée de fonds, SpaceX maintenant a une valorisation qui approche quand même les 10 milliards. Quand même, oui. Ça pose quand même la question d'un point de vue purement pratique. Vous savez que moi je suis très pratique. Comment est-ce qu'on va se connecter à Internet avec des satellites? Enfin, on l'a déjà fait, remarquez, l'Internet par satellite, c'est pas neuf. En tout cas, en voie descendante. Il faudra toujours une voie montante pour aller interroger les serveurs. Et donc, on peut encore se poser la question de savoir comment ça fonctionnera, ce machin-là. Sébastien a peut-être une idée, non? Oui, j'avais lu un truc, en tout cas, mais je ne le retrouve plus. Je pense que c'était avec... J'allais dire une connerie, un infrarouge, mais non, c'était un laser. Un laser, voilà, laser que je recherchais. Donc on va interroger le laser. Alors, je ne sais pas comment fonctionne exactement une techno laser pour discuter avec un satellite, parce qu'on connaît tous ces grosses paraboles. Je me vois mal mettre une grosse parabole sur pour avoir Internet chez moi, mais voilà, le laser, ça peut être intéressant, non? Pourquoi pas, si oui. Si tu te diriges vers ton voisin, je ne sais pas. Je demande à voir, quand même, cette histoire-là, ça me paraît assez... Son intérêt est assez précis, parce que tu n'en as quand même que 700, et pour le projet ici aussi, dans environ 700 satellites, à 1200 km, donc je ne sais pas trop comment... Donc c'est pas des... Tu auras ton laptop d'un côté, puis tu auras ton petit laser de l'autre, faudra viser bien. Oui, mais en plus... il faut le suivre. En plus, excusez-moi, petit gars, c'est très bien, mais 1200 km, est-ce que c'est une orbite géostationnaire? J'ai pas l'impression. Non, normalement, non. Donc voilà. Donc il faut réussir à suivre ton satellite avec ton petit laser. C'est quand même très très compliqué. C'est le jeu, en fait. Ça me semble compliqué, cette histoire. Ça me semble un peu nébuleux. Quand on en saura plus, on en reparlera. Oui, on n'hésitera pas un instant. Ceci dit, sur la formule elle-même, sur l'idée, le concept lui-même, peut-être, pourquoi pas, c'est une idée. Il y a certainement des choses à faire de ce côté-là, clairement. Donc c'est un opérateur de plus, demain peut-être. Ou alors, c'est vraiment un opérateur, comme je le disais en début de biais, spécifique à certaines contrées éloignées, qui ont du mal à se connecter. Enfin, à voir, quoi.
effectivement. Le problème, si je peux, c'est que toutes les connexions satellites ont toujours une énorme latence, c'est-à-dire un ping monstrueux. Et je pense pas que la techno laser permette de pouvoir avoir, j'espère que je me trompe, mais permettra de résoudre ce problème. Donc, pour le moment, quand tu ouvres une page Google qui est à une connexion satellite, tu peux avoir un très gros débit. Ouais. Là n'est pas la question. Mais par contre, ta page va mettre une demi-seconde à une seconde pour réagir. Bien donc, sûr. C'est assez désagréable. Ça va pas être évident. Justement, si on se rappelle, bon, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, on l'avait expliqué à l'époque, le but ici n'est pas que chaque petite personne se connecte avec sa petite parabole et son petit laser. Le but est d'avoir des stations au sol qui synchronisent avec les satellites et qui relayent justement les infos, alors que ce soit en 3G, en 4G, peu importe. Mais le système est là. Et puis bon, quelque part, on se demande s'il n'y a pas derrière tout ça aussi une petite jalousie personnelle, puisque le type qui est à l'origine du projet OneWeb, principal concurrent du projet de Google, est un ancien Google qui devait gérer le déploiement de satellites pour le compte de Google et qui s'est barré pour aller faire autre chose. D'accord. Donc voilà. Donc affaire à suivre, ça reste pour moi complètement nébuleux, je tiens à vous le dire. Je pense que c'est normal. Donc, parfois, les voies de l'informatique sont impénétrables. On va dire ça comme ça. Je sais pas si Adrien avait eu écho de ce truc-là, de ton côté, Adrien, non? Si, ben, j'avais vu l'actu un peu comme tout le monde. J'avoue que le personnage qui est derrière Elon Musk est assez intéressant, parce que dans la communauté geek, c'est le Tony Stark en vrai. Oui, c'est ça. C'est assez sympa. Ouais. Maintenant, moi, ce qui la seule question qui me chiffonne derrière, c'est la notion de fracture numérique. C'est bien de mettre des satellites partout, mais la technologie, il y a des zones où elle est quasi absente, donc il faut voir aussi derrière. On sait bien que le personnage qui est derrière Elon Musk a vraiment une ambition de philanthrope. Maintenant, à voir. C'est comme le projet de Facebook qui voulait aussi fournir Internet partout. Je pense qu'il faut encore que déjà les périphériques soient sur place. C'est ça, on parle d'y mettre Internet. Peut-être que là aussi, ils ont des visions moins philanthropiques et plus commerciales qui sont visées en disant, bah, tiens, on pourrait aussi aller vendre du hardware là où il n'y en a pas, par exemple. C'est une possibilité, on ne sait pas. On va passer à la suite, si vous voulez bien, mais on va rester chez Google, avec les Google Cars qui passent en production dans la ville de l'automobile aux États-Unis, à Détroit, Marc. Oui, on avait parlé il y a 2 semaines quand on avait un peu fait le point sur les tendances automobiles sur le CES. On avait dit à notre grande honte, parce qu'on s'était complètement planté et qu'on ne les verrait pas sur les routes avant un certain nombre d'années, et ben en fait on s'est bien gouré dans la mesure où les choses s'accélèrent vraiment et Google s'associe avec certains constructeurs automobiles de Détroit pour construire ces fameuses voitures sans pilote. Et donc en fait il y a des prototypes qui sortent avec des phares, on le rappelle, des vrais cette fois-ci, avec des roues qui roulent, avec des moteurs qui font vroom vroom et tout. Alors je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, mais moi quand je vois cette voiture, je me dis c'est la voiture de Oui Oui. Oui, tout à fait, sauf que la voiture de Oui Oui était une décapotable, c'était un cabriolet. C'est vrai. On se refusait rien déjà à cette époque-là. Donc Google a passé commande d'un premier batch de 150 voitures de test. On n'a pas les noms des constructeurs. Tout ce qu'on sait, c'est que apparemment la météo à Détroit est trop pourrie que pour essayer ces voitures en plein air. On doit être quelque chose avec la pollution, parce que tous les tests vont se faire en Californie. D'accord. Voilà. Enfin, grosso modo, c'est tout ce qu'on sait. Quand on voit ce qu'est devenu Détroit, on peut se dire aussi qu'il y a peut-être trop de détritus dans les rues, etc. Parce que la ville est en faillite depuis qu'on fabrique plus de voitures dans le coin. Voilà, c'est peut-être aussi un ballon d'oxygène qu'apporte Google dans cette ville dédiée à l'automobile au départ. 150 voitures, ça va pas... Ah oui, ça va pas sauver non plus l'économie de la ville. Enfin, faut voir le prix de la voiture. Si c'est 1 million la bagnole, je peux comprendre. Mais bon, on n'est pas encore là. Allez, on quitte le monde de Google avec Sébastien. Réveille-toi, Sébastien, qu'est-ce qu'il fait? J'étais en train de lire. Je m'informe. Sébastien, on passe du coq à l'âne et on passe d'un monde à l'autre. Aujourd'hui, jour où nous enregistrons, donc ce 21 janvier, Microsoft a fait une annonce concernant le fameux Windows 10 attendu prochainement. Prochainement, ça c'est quand? Ça, on ne sait pas. Mais toi, tu t'es tenu informé, c'est pour ça que tu étais un petit peu distrait, justement de ce qui se passe de ce côté-là sur cette annonce particulière.
Voilà, parce qu'il faut savoir que l'annonce particulière se déroule au moment où on est en train d'enregistrer. C'est ça qui est un peu compliqué, du coup. On est presque en train de faire un live. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont fait pas mal d'annonces sur Windows 10, qui est d'abord la première qui essaye de faire comprendre Microsoft, c'est qu'ils voudraient switcher d'un modèle quelle version tu as de Windows en tu utilises Windows, c'est-à-dire qu'ils voudraient lancer ça comme un service, entre guillemets, l'utilisation de Windows, et donc pour ce faire, ce sera gratuit pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que tous ceux qui ont un Windows 7, un Windows 8, un Windows Phone 8.1, un Windows 8.1, tous ces gens auront Windows 10 gratos. D'accord. Donc voilà, ça te coûtera pas un copec. Pendant la première année d'exploitation de Windows 10, hein, si je ne me trompe pas, c'est à partir du lancement de Windows 10, pendant la première année, les 365 premiers jours de vie de Windows 10, de vie commerciale de l'OS, on pourra faire la mise à jour gratuitement. Après, ça deviendra payant. Voilà, donc en gros, ils vont pousser pour la mise à jour et certainement ils vont adopter un cycle de release équivalent à ce que fait macOS X, qui lui aussi, sur la dernière release, corrigez-moi si je me trompe, était gratuit. Totalement. Ouais. Donc parce qu'ils ont besoin de gens avec la toute dernière version de Windows et les toutes dernières petites fonctionnalités pour pouvoir avoir cet écosystème global pour vendre les services qui vont autour, c'est-à-dire les App Store, etc. Donc s'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas un écosystème suffisamment à jour et ils ont du mal à imposer leur truc. Donc voilà, ça c'était assez logique qu'on attendait. Par contre, ils ont fait aussi une annonce d'un HoloLens. Alors j'ai lu en diagonale ce que j'ai déjà trouvé. C'est un genre de lunettes connectées. Et apparemment, c'est un truc qui dispose d'un CPU, un GPU. Et les lunettes seraient un tout petit peu différentes de ce que Google avait essayé de faire et vient d'arrêter. Mais ici, c'est quelque chose qui vous permet de voir à travers. Ouais. C'est des lunettes, c'est mieux, mais qui en même temps projette des trucs. C'est-à-dire que pour avoir une impression d'hologramme en face de toi. Ouais. Donc, ce serait un mix entre les Oculus Rift et les Google Glass en quelque sorte. Oui, et un peu sur des technos comme Epson avait sorti aussi, ça, ouais. ou tout ce qui était réalité virtuelle qu'on avait vu sur les PSP pour pouvoir faire des jeux où on était obligé de filmer en même temps pour pouvoir voir qu'on a une petite bestiole qui se promène sur le bureau et qu'on veut l'écraser. Ouais. Donc il y avait une série de trucs qui existaient déjà dans le monde des gamers. Alors ils ont développé ça. Apparemment ils ont travaillé avec la NASA, donc c'est pas un truc qui est complètement bidon. On ne sait pas encore quand ça va sortir, ni quel prix, mais apparemment, la démo qu'ils ont faite, donc il faudrait essayer de retrouver la vidéo, avait l'air assez impressionnante. Ça, par contre, on n'a pas la vidéo pour l'instant, mais c'est tout chaud. C'est tout chaud, hein, donc on aura certainement l'occasion d'en reparler. Dès qu'on aura les détails, ça vaudra le coup d'en faire une présentation plus profonde, plus appuyée, avec peut-être quelques illustrations, justement pour montrer tout ça. Je pense que ça ne manquera pas d'intérêt, et ça viendra relativement rapidement, puisque tout ça est prévu pour quand, en fait? Mais je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir de date sur le lancement. C'est ce que j'ai essayé encore de chercher pendant le sujet de marque, mais je n'ai pas de... Donc pour ceux qui ont la vidéo, ce qu'on vous montrait en fait pendant qu'on discutait justement de tout ça, c'est l'interface du prochain OS de Windows, qui ressemble fort comme ça à vue de nez à ce qu'on connaît avec Windows 8.1, il faut le reconnaître. Et il y a sans doute des points de détail qu'on ne peut pas vous montrer encore ici, qui en feront toute la différence, on va dire, avec cet OS 10, Windows 10 prochain. Oui. Alors, à propos de Windows, Microsoft a fait une deuxième annonce, si je peux me permettre directement pour enchaîner, c'est que Windows 8.1, qui n'est pas encore extrêmement bien décollé, si on peut dire... C'est un euphémisme, ça. Voilà. Il est même collé au mur pour l'instant. J'ai pas osé la faire. Je suis pas sûr que ça va durer, parce qu'effectivement, Microsoft a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour la tarification. C'est-à-dire que Windows 8.1 coûte maintenant aux OEM, donc ceux qui intègrent toutes les petites pièces pour monter votre PC, la modique somme de $10. D'accord. Si vous... Alors attendez, ça va de... Le truc est un petit peu compliqué, il faut l'avouer. Ça va entre 0 et $15. Et pourquoi on arrive à 0 et $15 ? Parce que si ces braves monsieur installent Bing par défaut,
Microsoft leur rembourse en même temps $10. Donc ils doivent acheter $10. Et Microsoft leur rembourse $10 pour avoir le cashback, conditionné à l'usage de Bing, en fait. C'est ça. Donc, ils essayent de forcer l'utilisation de Bing au niveau des outils qui seront installés par les constructeurs pour essayer de récupérer un petit peu de visibilité au niveau du moteur de recherche. Ça va un petit peu dans le même sens que ce qu'ils annoncent sur Windows 10. Ils essayent de pousser au niveau du service. Bing en fait partie, même s'il n'est pas encore décollé. Et Internet Explorer aussi, donc ils essayent de repousser de nouveau leur navigateur. Et ce qui est assez logique, parce que Microsoft a été descendu pendant quelques années par la Commission européenne, et ce n'est plus le cas. Ils sont plus obligés maintenant d'afficher cet horrible dialogue qui vous permet de choisir votre navigateur par défaut. Donc voilà, ils se disent ok, maintenant on peut recommencer à attaquer, et ils le font directement. Tout ça pour dire aussi que ça justifie aussi complètement ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que là on ne peut plus utiliser Windows 7 quasiment, puisqu'il a été demandé aux fabricants de ne plus installer Windows 7 par défaut sur la machine, n'est plus en vente en format boîte non plus l'OS Windows 7. On sent vraiment qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans la même situation qu'avec XP et d'avoir encore dans 10 ou 12 ans une pelletée d'utilisateurs de Windows 7 qui sont très satisfaits, faut-il le dire, de cet OS, qui est le digne héritier d'XP et qui fonctionne très bien dans une pelletée d'utilisation. Donc ici, ils vont tuer en fait Windows 7 au profit de Windows 10, si je comprends bien. Ben oui, c'est presque fini. Gardez votre portable, vous pouvez le réinstaller, mais après, c'est cuit. Le changement de machine ne vous permettra plus d'utiliser ce bon vieux Windows 7. Donc je pense que je vais encore la garder un an ou deux. Oui, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'on sait au niveau compatibilité des softwares de manière générale, les softwares qui sont édités même par des indépendants, on va dire, des informaticiens indépendants, est-ce que c'est forcément toujours compatible avec la version supérieure, Windows 8, 8.1 et prochainement 10, ou il y a de la révision à faire? En tant que développeur pour tout ce qui était Windows 8, ton application Windows 7 fonctionnait de la même manière à partir du moment où tu l'as lancé en desktop. C'est ça. Toute la version Metro UI et les tuiles et compagnie ne sont pas obligatoires pour développer un soft sur Windows 8 et supérieur. Donc on peut très bien... Et là, il y a mon fond qui se barre. C'est pas grave. Les aléas du semi-direct. Voilà, on est bon pour le bêtisier. Et donc, et en même temps, il y a l'oreillette qui est en train de se barrer. C'est juste horrible, ça chatouille. Ah donc... on a été où sur cette rue? Windows 7, Windows 8. Oui, donc voilà, en tant que développeur, la même application fonctionne sans le moindre problème. En plus, il dispose à chaque fois d'un mode de compatibilité. Donc, honnêtement, la plupart des applications devraient fonctionner sans la moindre intervention d'un développeur. D'accord. Même moins beau, c'est pas les tuiles, quoi. On va, comme ça, vous êtes un petit peu aussi dans les coulisses de l'enregistrement de ce podcast, on va juste, Seb, si tu veux, on peut faire une inversion de sujet avec Adrien, ce qui va te permettre de pouvoir tout remettre en place, parce que la maison est en train de s'écrouler autour de toi. C'est très drôle, mais c'est pas très joli. On va donc du côté de chez Adrien, où là, la commode normande, elle est bien installée, elle bougera pas. Tout à fait, elle ne bougera pas, il n'y a pas de souci. Voilà. On va parler... C'est un tout petit sujet, hein, je préviens déjà. Oui, mais il va faire ça, il va vite s'installer, notre ami Sébastien, il n'y a pas de souci. Canonical, qui adapte Ubuntu pour l'Internet des objets. On avait dit qu'on parlerait un petit peu d'Ubuntu dans ce numéro. C'est quelque chose qui manquait, ça, dans Ubuntu ? C'est pas quelque chose qui manque dans Ubuntu, c'est en fait une opportunité. J'avoue que je vais un petit peu discuter. Enfin, je suis dubitatif de l'initiative. Donc, Canonical, qui est donc la société qui développe Ubuntu, a décidé en fait de partir sur l'Internet des objets. Pour ceux qui se rappellent, ils ont tenté de percer sur la télévision, avec le smartphone, on y reviendra dans l'émission, j'en parle justement. Ouais. Et donc ici, ils ont une volonté de créer un système d'exploitation, enfin, reprendre le système d'exploitation qui existe, le diminuer à sa plus simple expression, afin qu'il puisse être disposé à tout un chacun pour faire fonctionner l'Internet des objets. Et l'intérêt et l'ambition derrière cette
cette initiative, c'est en fait de fournir un support pour que tous les objets, les smart objets, enfin les objets connectés, puissent communiquer entre eux, quelle que soit leur marque. Donc c'est vraiment le fait de disposer à toutes les compagnies ce petit OS. Et pour donner une petite idée de la puissance que ça prend, le système complètement chargé prend 40 mégas de RAM. Donc ça, c'est grosso modo ce que ça prend. Et donc, on peut rêver que, qu'on pourrait à ce moment-là faire communiquer une TV Samsung avec, je sais pas moi, une cafetière Philips. Ce qui est tout à fait intéressant et tout à fait porteur. donc voilà. L'initiative a déjà été discutée. J'ai hâte de voir ma cafetière discuter avec mon frigo, ma télévision. Et tout ça, mais quand je suis pas là alors. Hein. Voilà. Enfin, donc tout ça pour dire que là, il y a quand même une volonté aussi du côté du logiciel libre de créer un format commun, ou en tout cas une norme commune, ou un espace de création, on va dire, une plateforme de création un petit peu, enfin, qui irait vers quelque chose d'universel. Mais ça reste à voir comment ça va se développer. Et évidemment, on sait que c'est pas toujours le cas. On reste chez toi, Adrien, pour parler encore du monde des objets connectés. Et le Airboard, c'est une petite carte, mais qui est aussi, elle, dans l'esprit du logiciel libre, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est les fameux projets que j'aime bien, les projets fais-le toi-même, do it yourself. Pas va te faire foutre, hein. Fais-le toi-même. Oui. Donc voilà. Donc le Airboard, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une toute petite carte connectée libre, donc elle est sous licence Creative Object Commons, que je dis pas de bêtises. À quoi ça sert donc? Parce qu'on va nous dire c'est bien beau encore, Adrien, tes trucs de geek. À quoi ça sert? Alors, il faut savoir que pour ceux qui connaissent, il y a le projet Arduino, qui est un projet électronique libre qui permet tout à chacun de s'essayer à l'électronique, justement. Et l'informatique. Et l'informatique aussi, tout à fait, programmation, il y a plein de choses qui sont derrière. Le Airboard, le principe, c'est juste de fournir une petite carte qui permet de déployer toute une série d'objets mais connectés, et ça permet vraiment de découvrir et s'initier aux objets connectés, mais je dirais les coulisses, à savoir le côté technique, à savoir le périphérique électronique, l'utilisation, la communication du périphérique avec d'autres objets. Donc on est encore dans les smart things, comme on dit. L'objectif, c'est c'est pour les geeks, mais c'est pas non plus pour les personnes qui sont vraiment techniques. Le but est de fournir un kit qui peut être accessible à tout le monde, évidemment surtout à des gens qui utilisent des périphériques, des kits Arduino pour faire un peu d'électronique libre. On est dans le même esprit, soyons clairs. Il y a Arduino. Il y avait eu aussi autre chose, on en avait parlé, on avait fait un numéro spécial, Sébastien, ton ordinateur à monter soi-même, j'ai oublié le nom maintenant. Le Kano. Voilà, couleur orange, tout le monde s'en rappelle. Tous ces machins-là sont tout à fait dans le même esprit. Soyons clairs. Donc ludique et à la fois instructif, peut-être pas pour tous les âges, mais en tout cas ouvert, quoi. Je serais étonné. J'ai vu apparemment des écoles qui commencent à travailler avec Arduino pour apprendre l'électronique aux enfants. Donc, oui, mais pas en gardienne. Oui, non, j'irai pas jusque-là. Donc voilà. Alors, c'est un projet français. Donc, ils ont pour objectif, ils sont dans les Alpes françaises. C'est un projet avec des personnes, des ingénieurs, des gourous en ingénierie électrique. Donc, il y a quand même une équipe. Le projet a démarré sur Kickstarter. D'accord. Il a déjà atteint l'objectif. Il est déjà financé. Donc, maintenant, il reste un mois, ça va être que du bonus. Et alors, au niveau technique, qu'est-ce que ça permet? Donc, cette boîte, donc ça... compatible Arduino, une petite batterie qui permet à cet objet qui est quand même très petit 3 ans d'autonomie en veille. Et grande force qui est chouette, c'est que on peut en fait on the air, comme on dit, envoyer le code. Donc imaginons je programme ma petite sonde pour qu'elle fasse quelque chose en particulier et je vais la disposer dans un endroit inaccessible. Je sais que je suis tranquille pendant 3 ans. Après 3 ans, il faudra rechercher éventuellement le périphérique, mais je peux renvoyer le code à distance. C'est marrant. C'est
vraiment chouette. Ce que tu nous racontes là, c'est assez marrant parce qu'on en parlait, je pense, mais c'était en off. Donc personne n'est au courant, c'est très bien. Avec Marc et Sébastien, il me semble qu'on avait discuté de ça, de cette sonde spatiale lancée par la NASA qui est arrivée sur Mars et sur lequel ils ont fait une mise à jour de l'OS avant l'atterrissage parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire pour stocker toutes les informations, à la fois pour faire des sondages martiens et à la fois pour faire de la navigation jusqu'à sa destination. Donc on est vraiment là dans le même esprit. On pourrait imaginer de faire une petite sonde spatiale sur laquelle on ferait des mises à jour pendant son voyage. Oui, tout à fait. Et en plus, au niveau justement des technologies de communication, on en a pas mal. Donc, on a du Wi-Fi, deux versions du Bluetooth, le XBee, qui est en fait donc un système. Toi, tu vois les autres, moi je les vois pas. Moi. Non, mais ils sont morts de rire parce que tu as dit Bluetooth. Voilà. Bluetooth, d'accord. Bluetooth bleu. Bienvenue chez les Schtroumpfs. Et XBee, qui est un protocole radio aussi. Ouais. Bon, c'est pas, peut-être que Mars, c'était peut-être un petit peu loin aussi. Oui, voilà, c'est ça. On peut rêver. Avec un laser. On peut demander à Google et à SpaceX. Surtout que Elon Musk avait dit que ici, les satellites, c'est bien pour faire joujou pendant 5 ans. Ouais. L'étape suivante, c'est la colonisation de Mars. Donc, bien sûr. Évidemment. Tout est connecté. Et dans 10 ans, on y installe la charia. Qu'est-ce que je voulais vous dire On a fait le tour, Sébastien, de cet objet sympathique qui est tout petit, qui est grand comme une boîte à lunettes. C'est Adrien. C'est Adrien, pardon. Oui, donc il y aura encore plein de sauts Arduino compatibles qu'on branche et qui fonctionnent directement. Donc ça a l'air d'être très sympa et d'être facile d'utilisation et on peut le pousser dans le technique si on le souhaite. Quoi. D'accord, voilà. Ok, super. Un petit commentaire peut-être de la part de Sébastien ou Marc sur j'imagine que vous applaudissez à 4 mains. Écoute, je trouve le truc sympa. Après, faut toujours se prendre le courage à 2 mains et commencer à développer sur le truc. Donc ouais, si j'ai du temps libre, que je suis pensionné, je vais regarder. Mais l'avantage, c'est que ce truc est pas cher du tout. C'est une vingtaine de dollars pièce. Donc pour 200 balles, t'en as déjà 10. Ouais. Ce qui est... Bon, après, faut voir ce que tu peux... Toi, tu vois directement grand. T'en fais un serveur, toi, tout de suite. Pourquoi pas Non, mais je pensais aux modeurs et aux scènes dont on reparlera. Les capteurs coûtent beaucoup plus cher, mais ici, il faut voir à chaque fois ce que chaque petit Arduino coûte quand on lui rajoute le capteur pour la température, le capteur pour la pression, le capteur, etc. Donc, tout ça, c'est rentable. C'est à évaluer, effectivement. Enfin, c'est un bon plan. Tiens, Sébastien, puisque tu as pris la parole, tu veux la garder. Tout est revenu dans l'ordre chez toi. Je constate que les murs sont droits, à nouveau droits. On va parler d'Amazon qui se lance maintenant dans la production de films après les séries. Oui, alors ils ont effectivement déjà lancé les séries, je sais plus quand, mais c'est sur Amazon Studio, je pense. Et maintenant ils vont lancer Amazon. Alors il y a déjà quelques séries lancées. Honnêtement, j'étais pas au courant, mais il y a Transparent, Mozart in the Jungle et Alpha House. Je sais pas si l'un de vous a déjà vu ces trucs. Alpha House, excellent. Voilà. Donc ça c'est dit. Maintenant ils vont lancer Amazon Original Movies. Alors il faut quand même se souvenir qu'à la base, des mecs qui vendaient des livres. Donc maintenant ils sont producteurs de films. Il y a moins de 20 ans. Et donc cette boîte va quand même financer pas moins d'une douzaine de films par an. Et donc déjà une douzaine pour 2015. Donc ils y vont cette année tout de suite. C'est pas dans 20 ans. Le Jeff Bezos, que vous voyez peut-être à l'image, je confirme, a fait une interview d'ailleurs il y a quelques jours à CBS qui vaut la peine d'être regardée parce qu'il y a énormément d'informations, je vais y revenir. Et il dit, voilà, Hollywood se complaît dans les remakes, dans les suites, et nous on en a marre. Moi je veux des films de qualité, je veux donner la chance à des scénarios crédibles, et ça c'est ce que lui il a envie de produire. Donc faut voir ce qui sort, ce sera peut-être quelque chose d'effectivement intéressant, on jugera sur les premiers films, mais ce qui est très intéressant évidemment pour Amazon, c'est que du coup ils veulent mettre la main sur tout ce qui est distribution numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas aux États-Unis comme on l'a en France et en Europe un délai obligatoire entre la sortie, obligatoire avec des guillemets, mais entre la sortie cinéma et la sortie en DVD.
Il se fait qu'aux États-Unis, la moyenne c'est entre 39 et 52 semaines, donc une petite année. Chez nous, je pense qu'on va entre 1 et 2 ans, voire 3 ans, d'après les infos, en tout cas en France, pour certains films, pour qu'ils arrivent en plateforme de vidéo on demand. Donc 3 ans après, c'est clair que tu concurrences plus les salles. Et Jeff Bezos, lui, il dit, moi je veux 4 semaines. Entre 4 et 8 semaines, donc 1 à 2 mois après la sortie en salle, je le veux en distribution numérique. Donc c'est assez ambitieux et il faut voir comment les salles vont réagir à ce genre d'initiative, parce que ça leur met un petit peu la pression. Vous avez 4 semaines pour faire votre business et puis après on le reprend en numérique. C'est une façon de faire. Maintenant, moi, je ne connais pas assez dans tout ce qui est distribution cinématographique, etc., pour dire si c'est bien ou pas bien. Je suis même pas moi-même hyper client, entre guillemets. Donc, le film, il vient quand il vient, et ce sera toujours le bon moment, entre guillemets. Je suis pas pressé. Je sais que Marc, lui, il peut marquer une certaine impatience par rapport à la sortie d'un film, ou par rapport à son portage en numérique pour pouvoir y avoir accès dans un délai plutôt raisonnable. Dans des qualités quand même raisonnables. C'est ça, il y a question de se jeter sur le premier DVD screener qui a été filmé avec un caméscope. Non, ça c'est hors de question. Ça c'est clair. Il faut quand même avoir des trucs d'une qualité valable. Ouais. On s'en fout. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont de qualité suffisante que pour pouvoir être dégustés au cinéma encore. Si vous voulez absolument voir un film dans les meilleures conditions, vous irez au cinéma quand même. Même si le truc est dispo chez vous. On peut aimer ou pas le style, mais personnellement, je me serais jamais vu découvrir le dernier Hobbit sur un écran de 50 pouces, quoi. C'est juste impossible. D'accord. Donc il y a quand même des contraintes en dessous desquelles on peut pas... Enfin, voilà. Si tu aimes le cinéma, si tu aimes les films, non. Tu descendras pas en dessous. Oui, puis ça reste un moment en famille. Hein. Il y a peu de temps. Un spectacle. Avec mes filles, ça fait... C'est une expérience. Voilà. Hein. Oui, ça fait une sortie dans une grande salle avec des beaux sièges. Les gosses apprécient. C'était un dessin animé, je me suis cassé la tête pendant 1h30. Mais... Frozen, voilà, quoi. Avec un type derrière qui mange des chips et puis un autre qui laisse sonner son GSM. Qui change son gosse... qui change son gosse de rang devant et des trucs comme ça. Donc oui, c'était ça, et je te jure, c'est du en odorama intégral, magnifique. Donc voilà, ça se passe comme ça dans les cinémas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut faire des bébés d'un certain poids, parce que sinon ils basculent dans le siège et ça ne va pas du tout. Ça ne bascule plus, ça fait longtemps que tu n'as plus été au cinéma. Ah bah non, ça bascule plus. Ah oui. Non, ça bascule plus. Et d'ailleurs, moi je me demande, parce que Kinépolis avait ouvert un service qui proposait aux gens de payer plus cher pour voir des films dans des salles où tu n'avais pas le droit d'apporter la moindre bouffe, moindre boisson. Ah oui, c'est vrai, on n'a plus entendu parler. Ça. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est... Bon, et sinon sur Amazon. Oui, parce que ça te donne une idée d'un autre podcast. Éventuellement, un jour, on fera un podcast sur les salles de cinéma. Pourquoi pas. On peut. Je deviens têteur officiel. Donc Amazon, on y va. Pour Amazon, donc je vous enjoins à regarder la vidéo qui a été diffusée pendant qu'on papotait et d'écouter ce que raconte Jeff Bezos. J'ai mis quelques images, hein. Évidemment on n'entend pas ce qu'il dit, mais on mettra le lien vers la vidéo dans l'article. Mais on avait les images sur effectivement comment fonctionnent leurs entrepôts, comment Jeff Bezos a optimisé tout ce qui était distribution, et c'est assez hallucinant de voir comment les trucs sont rangés. On peut avoir un DVD sur Jackie Chan à côté d'une robe de Frozen. C'est foutraque à crever, c'est n'importe quoi, tout est à l'envers. C'est comme ça. Oui. Parce que c'est optimisé et l'ordinateur considère qu'il y avait une place là et que le truc avait la bonne taille et que donc exactement. C'est là. Ça fonctionne comme ça aussi dans les armoires informatisées dans les pharmacies d'une certaine taille. Vous avez déjà remarqué ça, il y a un robot en fait derrière le comptoir qui va chercher les médicaments. Vous pouvez avoir les aspirines à côté des médicaments de telle sorte. C'est une question de taille de boîte, et puis l'ordinateur de toute façon il en a rien à foutre de tout mettre au même endroit. Lui il sait où sont les choses et il va les chercher là où elles sont, point barre. Et c'est pas fait pour les humains, c'est fait pour les machines. En fait, en gros c'est ça l'idée. Skynet quoi. Voilà. Rien que pour donner un petit exemple de ce que vous apprenez, parce que la vidéo est assez longue et assez instructive, elle fait près de 10 minutes, plus de 10 minutes, c'est qu'en optimisant juste les softs qui sont derrière le rangement de toutes ces petites boîtes, ils ont réussi à doubler en 2 ans sur la même surface le nombre d'objets qu'ils arrivaient à entreposer. C'est ça, oui. Donc ils ont doublé leur espace de stockage. Donc ces mecs sont
ce mec est dingue. Oui, non, mais il y a quelque chose. Il y a des gens comme ça, ils ont un truc en plus dans le cerveau où c'est pas agencé de la même manière. C'est peut-être comme leur entrepôt, en fait. Les pièces du cerveau sont pas rangées comme chez nous, quoi. On parle toujours avec toi, Seb, d'un autre, tout à fait autre chose. En fait, c'est Cloudon qui rachète Dropbox. Oui, alors toute autre chose, pas tout à fait, vu que c'est plus ou moins la même chose. Hein. Amazon fait aussi du cloud. Donc on est vraiment dans le même type de service, même si c'est pas des livres, hein, parce qu'Amazon vendait des livres. Moi, je me rappelle que ça me frappera encore. Oui, et, c'est ça, quoi, Amazon. Et Google faisait de la recherche et maintenant ils envoient des satellites sur Mars. Voilà. Et donc je vais toujours chez Dexia. Hein, donc c'est communal. Dropbox a racheté Cloudon, hein, donc pas l'inverse. Cloudon, c'est une petite boîte qui fait quand même c'est des Israéliens, je pense, hein, voilà, il y a 2 ans. Elle a 9 millions d'utilisateurs pour des applications mobiles qui permettent de créer des présentations, des documents Word, Excel, PowerPoint. Donc le truc classique. J'avoue que j'avais pas entendu parler jusqu'ici, même s'il y a 9 millions d'utilisateurs, c'est quand même énorme. Mais je suis fidèle à ce qui existait déjà, donc des Quick Office, il y a pas mal de trucs, y compris du Microsoft. J'y reviens. Parce qu'on n'a pas le chiffre exact de combien ils ont racheté cette petite boîte. Mais le fait est que le 15 mars, tout ce qui est application de Cloudon, ça disparaît. Donc ça, c'est fermé. D'accord. Et tout va être intégré dans Dropbox, probablement la version business. Pour en faire une espèce de drive, en fait, façon Google. Ils sont inférieurs aujourd'hui en tant que service pour tout ce qui est édition de documents en ligne par rapport à Google Drive et par rapport à Office 365. Donc, ils veulent rajouter ça à leur expérience. Je suis pas sûr que c'est l'image que les gens ont de Dropbox, parce que pour moi, Dropbox, ça reste un service d'hébergement de fichiers. Ouais. Et je m'en fous un peu d'aller l'éditer dessus. Hein. C'est pratique de voir une vidéo ou une image directement. Mais l'édition, c'est un autre débat. C'est une autre étape, ouais. Et puis surtout, ça leur pose un petit problème parce qu'ils ont un très bon partenariat avec Microsoft pour justement Office 365 et certaines intégrations. Et on n'est pas sûr que Microsoft appréciera que ils vont prendre un service concurrent pour créer leur document Office. C'est rigolo, c'est un drôle de positionnement, c'est vrai, tout d'un coup, de la part finalement un hébergeur, spécialiste du cloud, de se lancer dans l'édition alors qu'ils ont déjà des accords. Bon, maintenant, on ne sait pas non plus ce que réserve l'avenir, et c'est sans doute ce qu'ils se disent aussi, c'est peut-être un jour, ils vont quitter et s'amender de ce partenariat avec Microsoft et prendre leur indépendance. Pourquoi pas, on peut tout à fait l'imaginer, c'est peut-être un investissement sur l'avenir. Voilà, à voir. En tout cas, c'est la plus grosse acquisition que Dropbox ait jamais faite, et c'est pas la dernière parce qu'ils ont, c'est pas la première ni la dernière, mais ce qu'ils ont déjà quand même racheté en très peu de temps: MobileSpan, DropTalk, Booply, Zulip, Mailbox, Audio Galaxy, Loom et Snapjoy. Vous en avez connu peut-être aucun, quoique Mailbox, on a déjà entendu parler. Mais voilà, ils sont en train de racheter à tour de bras pour créer de nouvelles fonctionnalités chez eux. Ok, je pense que là on a bien fait le tour de la question de cette acquisition. Ça permet aussi de se redécouvrir Cloudon un peu tard malheureusement, mais moi il me semble que j'avais pris un compte pour tester, donc on avait dû en parler dans un précédent podcast, mais il y a déjà un petit temps de cela, mais je ne saurais plus vous dire quoi qu'il. On termine, Seb, avec des nouveaux noms de domaine, pas des noms de domaine, des extensions de noms de domaine qui s'en viennent. On en avait déjà parlé il y a longtemps, on en a 2 super chouettes à vous présenter. Voilà. Il y en a 2 qui ont été lancées. Alors, elles sont déjà lancées depuis presque un an, je pense. Il y avait depuis l'été dernier, voilà, avec 4 phases des sunrise, comme on dit. Hein, donc pour ceux qui veulent acheter les domaines avant Monsieur Tout le Monde, pour ceux qui sont des détenteurs de marques, et puis de dénomination commerciale, et puis de société ou de nom de famille. Et finalement, maintenant, la 4e phase, c'est tout le monde peut acheter tout ce qu'il veut. Oui. Et pourquoi ça nous concerne? Parce que des nouveaux top-level domains, on en a quand même de temps en temps. Ici, c'est .Vlaanderen et .Brussels. Voilà. C'est pas .Bruxelles, c'est .Brussels. Oui, c'est Brussels. C'est Brussels. Voilà. Et donc, le domaine coûte quand même assez cher. Hein. C'était plus d'une vingtaine d'euros le domaine chez des trucs comme OVH. D'accord. Voilà. Et il ne faut pas nécessairement habiter Brussels ou Vlaanderen. On s'en fout. On s'en fout, tout le monde peut avoir son nom de domaine.
qui se terminerait par .Vlaanderen ou il y a encore beaucoup de domaines disponibles, donc ça va certainement se battre pendant les prochains jours. J'ai essayé d'acheter Wallonie.Vlaanderen et c'était plus disponible. Tu m'étonnes. Moi, ce qui m'amuse, c'est que je voyais, au moment où tu m'envoyais cette information, je voyais dans un journal français, pour tout vous dire alsacien, que le .Alsace existe également, et de nous rappeler ce qu'est un nom de domaine, enfin une extension, donc vous avez le préfixe, http://, tout ça bien expliqué en couleur, c'est très chouette, sous-domaine www, puis le nom de domaine, .exemple, et puis l'extension .Alsace, et donc l'Alsace existe maintenant sur l'internet, c'est bien. C'est chouette. Et où est la Lorraine? Ben justement, voilà, il va falloir encore un petit peu patienter à mon avis. De mémoire, il fallait pas tant que ça, hein. C'était genre 250 000 euros ou non, 250 000? C'était oui, enfin ça dépendait un petit peu c'est une question d'offre et de demande, hein. C'était variable, on va dire, donc je pense que ça pouvait quand même coûter bonbon. Et puis il fallait le justifier, il fallait un petit peu comme quand on construit un immeuble, faire un commodo, savoir si quelqu'un d'autre ne voulait pas récupérer la paternité d'une extension, peut-être qu'il y aura une autre Alsace ailleurs, hein, par exemple, ou une autre Bruxelles ailleurs, par exemple. Ça va être compliqué à gérer, hein, probablement pour tout le monde, parce que Internet, pour Madame Pichemou, si on peut dire, c'est rtl.be, lesoir.be, google.com, et c'est déjà compliqué de savoir pourquoi il y a un .be et un .com. Internet, si on se souvient, quand ça avait été lancé par... au tout début, fin 90, avec AOL, c'était, si vous vous souvenez des publicités, c'était un keyword. Oui. Donc les gens, ils devaient juste rechercher Google sur AOL, ou ils devaient chercher souris sur AOL. Oui. Et donc, parce qu'ils considéraient que les gens n'étaient pas capables, entre guillemets, énormes guillemets, de retenir ou de comprendre ce que c'était un domaine. Oui, ce que tout le monde du coup, ça a aussi explosé au niveau des coûts pour les entreprises, puisque tout le monde s'est cru obligé de prendre du BE, du .com, du .org, du .net, sans plus aucun respect, entre guillemets respect, pour ce pourquoi ils étaient créés au départ. Je rappelle que le .com, c'était pour les sites à vocation commerciale, le .org, c'était pour les organismes, le .net, c'était pour, je sais plus, truc qui n'est pas flou. Et puis après, vous aviez les extensions nationales, hein, FR, France, BE, Belgique, patati patata. On vous dit tout ça, mais tout le monde le sait. Donc il y avait les points name, il y a eu les points bis, il y a eu les points E. Le point info récemment. Aussi. Et XXX aussi. Oui, les points sexe, oui. Ouais. Pointé du doigt. Voilà. Ça c'est fait. Alors, on passe à autre chose, hein? On peut. Marc, votre immeuble imprimé en 3D, c'est possible. Il faut des grosses imprimantes. Hein. Oula. Oui, mais justement, généralement, quand on pense à une imprimante, on pense à un petit bidule qui va vous imprimer une pièce, je sais pas moi, pour remplacer dans un sèche-cheveux ou dans 12 un heures. couteau suisse, je sais pas, en 12 heures, pour avoir un truc qui fait, je sais pas moi, 10 cm3. Non, là, c'est autre chose. Effectivement, on parle quand même d'imprimantes qui sont capables de vous imprimer 10 maisons en 24 heures. Des maisons, mais des petites maisons, des cabanes du fond du jardin. Des petites maisons, des petites cabanes, d'accord, on ne parle que des murs, effectivement, mais quand même, 10 maisons en 24 heures. C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est une société chinoise qui s'appelle Winsun, qui avait effectivement, l'année passée, fait ses premiers essais en imprimant ces 10 fameuses squelettes de maisons en moins de 24 heures. Et cette fois-ci, l'entreprise, en fait, a décidé d'aller plus loin, puisque ils ont réussi, avec la même technologie améliorée, d'imprimer un immeuble de 5 étages. D'accord. Donc en fait, ils ont, avec une grue mobile, qui se déplaçait au fur et à mesure, avec une machine qui fait quand même 6 par 10 par 40 mètres. Oui, d'accord. Ça vous change votre petite imprimante de bureau. Ouais. Les éléments étaient imprimés sur place dans leur usine et puis amenés et assemblés. Ouais. Alors, l'immeuble a quand même été monté en moins d'une semaine. Pas mal. C'est pas mal. Ouais. Il faut savoir qu'au niveau pratique, il travaille avec un mélange de déchets industriels et un ciment à prise rapide et un agent solidifiant. Ouais. Donc, ce qui permet de recycler quand même certaines substances qui ne sont plus utiles.
au niveau de l'impression elle-même, on le voit peut-être sur la vidéo, il travaille avec un système de consolidation interne en zigzag qui assure une structure beaucoup plus importante, beaucoup plus solide. Il coule quelques pièces en acier dans le tas aussi. Et alors, ce qu'ils essayent de faire pour améliorer le procédé dans les mois ou les années qui viennent, c'est qu'ils vont travailler sur la possibilité d'intégrer directement les canalisations et les câblages électriques. C'est ça. Là, ça devient vraiment intéressant parce qu'il ne faut pas se gourer dans les plans. Hein. Non, il ne faut pas se gourer dans les plans. Sinon, quand tu ouvres ton robinet, tu risques d'avoir une salle surprise. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du temps de construction, ça réduit jusqu'à 70 à 80% le temps de construction. D'accord. Et pour vous donner un ordre d'idée, une villa classique, 4 façades, comme on en a chez nous, dans nos campagnes, va vous revenir à peu près 140 000 €. On parle à 120, 130 € le mètre carré. D'accord, ok. Sur la technique de construction, telle qu'on l'a pu la voir dans la vidéo, si vous regardez les technos en vidéo, c'est du préfabriqué en quelque sorte. On construit les murs et puis on les monte après, ou bien on fait monter toute la machine dans les étages. Alors, les deux existent. On peut faire les éléments un par un en les construisant en atelier et en les assemblant aussi par la suite, mais il est également possible, avec les machines de grande taille, de vraiment imprimer toute la maison couche par couche. C'est ça. Donc, et en fait, on vous fait un étage et puis on vous met toute une série de dalles et de ourdis pour constituer les plafonds. On vient mettre une chape et puis on construit au-dessus. Oui, parce que finalement, c'est le principe de l'imprimante 3D telle qu'on la connaît, où on vient placer une matière liquide qui solidifie couche par couche, avec les méthodes de construction, on va dire, pointues, mais qui restent quand même traditionnelles, où on monte, par exemple, pour les grandes tours, comme qu'on construit aujourd'hui, on monte les coffrages au fur et à mesure qu'on coule le béton, en fait. Hein. C'est ça. Et donc, pour arriver, quand on arrive tout en haut, à avoir un béton encore liquide tout en haut, il faut le chauffer. Enfin, il y a toutes des techniques très particulières. Mais finalement, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas de coffrage ici. Ici, on coule ce béton dans la forme la plus optimale pour que tout ça résiste le mieux, etc. Enfin, c'est rigolo. Et c'est intéressant et c'est bien foutu, je trouve. Et alors, petite cerise sur le gâteau, il y a une entreprise, alors je me rappelle plus le nom, une entreprise américaine qui est en train de développer le même genre de technologie pour construire de la même manière, couche par couche, avec des imprimantes grande taille, des habitats sur la Lune. D'accord. Voilà, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas ? Ça va encore nous coûter cher en cartouche. Hein. Ça va nous coûter cher en cartouche, ça je te le fais pas dire. Surtout que le béton est plus cher que l'encre. Oui, mais on peut l'envoyer avec des lasers. Voilà, ça aussi. Et faire des mises à jour en chemin, voilà. Et tout ça en buvant du café. Par exemple, et puisque tu en parles, merci de me tendre cette perche, les cafetières connectées en Wi-Fi, ça devient n'importe quoi sur la fin, hein, ce numéro. Ça fait quoi ? Ça existe maintenant, les cafetières Wi-Fi. Justement, la petite parenthèse, dans une autre vie, dans un autre podcast, nous avions une rubrique qu'on appelait les What the fuck. Et franchement, j'aimais bien cette rubrique. Voilà. Alors, les machines à café, oui, on en a rêvé. Connectées ou pas, mais elles existent effectivement. Et au CES, de nouveau, on a vu 3 modèles de machines à café connectées arriver. Alors d'abord, il y a Belkin. Encore une fois, voilà, c'est des gens qu'on n'attend vraiment pas dans des machines à café, qui ont présenté en collaboration avec une société qui s'appelle Mr Coffee, ça ne s'invente pas, leur première cafetière connectée. Il y a Philips qui en a sorti une, et il y a également une petite société qui s'appelle Smarter. Et alors ça, c'est la photo que vous avez sur votre écran. C'est une cafetière tout à fait standard qui se connecte sur un routeur en Wi-Fi et qui communique avec votre smartphone via une application et qui vous permet de planifier l'horaire pour la préparation de votre café, d'adapter le dosage, l'intensité, tout ça depuis la petite application. Et il y a même moyen de connecter la Smarter, donc la fameuse machine à café connectée, à des trackers fitness, comme un Jawbone, comme tous les petits, pour adapter la force de café en fonction de la nuit que vous auriez passée. D'accord. Donc si le tracker sait que vous avez passé une sale nuit, il va vous mettre un café bien corsé. La seule chose que ce truc ne fait pas, c'est vous servir le café au lit, en fait. Mais pour ça, il y a des drones. On y revient. Je vois notre ami Adrien qui s'agite. Non, mais c'est
c'est génial parce que je sais pas si, enfin, à mon avis, ça va vous dire quelque chose, mais enfin le HTC CP sera utilisable, à savoir le Hypertext Coffee Pot Control Protocol. Il existe depuis très longtemps, on va dire. Et donc le code HTTP 418 est I'm a teapot. Donc ils avaient déjà vu loin. Donc le protocole existait déjà avant les cafetières, c'est quand même balèze. Ça devient n'importe quoi, c'est ce qu'on disait. Bon, on va tout doucement terminer ce numéro parce que ça fait déjà un moment qu'on prend votre temps mais c'est vous aussi, hein. C'est comme ça. On va peut-être terminer avec qui veut s'y coller. Adrien ? Allez, Adrien. Allez, très rapidement. Oui. Un manuel qui est sorti pour Ubuntu, la version 14.04. Oui, donc la dernière version supportée à long terme. Très rapidement, le bouquin est très bien, très sympa, très facile, accessible. Si vous voulez démarrer Ubuntu, enfin de manière générale Linux, très très bien fait. Ça survole vraiment tout. Comment trouver de l'aide, comment télécharger, installer. Et c'est assez sympa parce que il joue le jeu. Ça a été créé par la communauté. Ça termine même sur, si Ubuntu ça vous a plu, mais vous voulez faire les geeks linuxiens, vous pouvez tester d'autres distributions. Donc c'est vraiment très chouette. Je vous l'invite, il est totalement gratuit, libre. Il est traduit en 52 langues. Il y aura le lien dans l'article du blog, etc. On vous mettra ça aussi. On termine, Adrien, avec ce premier smartphone qui sera disponible normalement le mois prochain, déjà. Premier smartphone qui accueillera Ubuntu Phone. Oui, tout à fait. Donc l'annonce a été faite au mois de décembre. Je la ressors parce que ça va faire de l'actualité bientôt. Donc Ubuntu Touch, donc l'interface Ubuntu pour téléphone a été déjà sortie, mais cette fois-ci on a la première sortie publique en Europe. Si vous vous rappelez, dans les anciens épisodes, je parlais des Meizu MX qui devraient accueillir en Asie les premiers. En Europe, c'est la société espagnole BQ qui va faire le premier téléphone Ubuntu au grand public. Ce téléphone est déjà sorti sous Android. C'est un milieu de gamme, c'est ce que Canonical avait prévu, de se profiler sur du milieu de gamme. Ouais. Sinon, niveau spécification, c'est vraiment assez classique, du dual-core, 4,5 pouces, 8 Go de stockage, 1 Go de RAM. On a un prix classique. Tout à fait. Ouais. On a donc actuellement sur le site, la version Android est annoncée à 169 €. On a des échos que ça avoisinerait plutôt les 150 €. D'accord, ok. Bon, je pense que là on a un numéro bien rempli, hein. Là, il y a quand même un peu d'actualité cette semaine, et c'était l'occasion de faire le tour avec nos petits camarades. On reviendra bien entendu la semaine prochaine avec plus d'infos encore, enfin ça dépendra de ce qui sort aussi, hein. On peut pas non plus tout inventer. Peut-être plus de détails sur cette annonce Windows 10, je tiens à le rappeler, nous enregistrons au moment où l'annonce se fait, donc c'est un petit peu difficile d'en parler comme ça à chaud, même si Sébastien s'y est collé et nous a quand même informé de 2-3 trucs sympathiques, donc on aura certainement l'occasion de reparler de tout ce qui a été dit aujourd'hui de ce côté-là, et voilà. Quelque chose à ajouter pour sa défense ? Non. Numéro d'anthologie. Numéro d'anthologie. on peut le dire, on peut le souhaiter peut-être. Au fond, c'était pas si mal. Hein, au fond, mais alors tout au fond. Et encore, on n'a pas parlé des gens qui meurent. On va pas commencer avec ça, parce que sinon c'est... Voilà. Donc, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner. Hein, c'est de ce côté-là. Vous cliquez sur le petit bitonio et vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube ou sur iTunes également, si c'est la version audio que vous préférez. Passez une très très bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.